Chronique vidéoludique. Chronique vidéoludique. Chronique vidéoludique. Chronique vidéoludique. Côté vidéoludique, il est impossible de dire que 2016 n'est pas une excellente année. Si 2015 a été l'une des meilleures années du jeu vidéo, il n'y a aucun doute quant à la supériorité de 2016. De même, à titre personnel et dans ma vie de joueur, je n'ai jamais été aussi comblé par mon média préféré. Depuis janvier, je n'ai jamais joué à autant de jeux variés dans leur gameplay et dans les émotions qu'ils transmettent et dans les plaisirs qu'ils procurent. Entre le mastodonte Overwatch, qui me permet de m'éclater dans tous les sens du terme avec mes amis, et le petit jeu indépendant Cybele qui nous raconte la première rupture amoureuse d'une adolescente, on peut dire que je suis comblé. Cependant, comme tout le monde, j'ai appris avec tristesse ce qu'il s'est passé à Nice dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016. Je n'ai pas la prétention de dire que je comprends l'ensemble de ce qu'il se passe. J'ai beau avoir une vague idée et des opinions politiques sur le sujet, que je n'aborderai pas ici, eh bien je serais incapable de rappeler pourquoi aujourd'hui la France est en guerre, et tout aussi incapable d'expliquer en détail comment, depuis 2001, la France tente de lutter contre ce terrorisme si effrayant dans les médias. Je serais encore moins capable d'affirmer la pertinence de telles actions. Pour tout dire, c'est cette obligation de créer une dualité entre nous les gentils et eux les méchants qui m'effraie le plus pendant l'écriture de cet article. Cette dualité, nous avons l'impression qu'elle a toujours été là. Peu importe l'époque, il nous faut un ennemi. Nous sommes tellement incapables de nous définir par nous-mêmes que nous devons choisir un antagoniste pour au moins savoir ce que nous ne sommes pas. C'est de cette logique triste que j'essaie de m'émanciper tous les jours en lisant des essais et en jouant à des jeux qui m'interrogent sur qui je suis et comment j'interagis. Cet ennemi est aussi différent pour tous. Certains vont penser que ce sont un peuple en particulier, d'autres vont viser une communauté dont l'orientation sexuelle est différente, les derniers penseront qu'il s'agit de sociétés secrètes et conspirationnistes. Ainsi, cet ennemi si cher à notre définition semble aussi nécessaire pour définir ce qui est ludique dans les jeux vidéo. Pendant très longtemps, l'ennemi a été russe. Ainsi, tant que nos cibles vivantes étaient soviétiques, cela ne posait pas de problème de massacrer des centaines, voire des milliers de personnages non jouables. Alors oui, cela ouvre la porte de la violence dans le jeu vidéo. Mais permettez-moi de la refermer gentiment. Il ne s'agit pas dans ce papier de parler de la violence. Non. Nous nous intéressons ici aux idées véhiculées par les jeux vidéo. Implicitement, lorsqu'un jeu définit l'ennemi à abattre par sa nationalité, ou encore son orientation sexuelle, sa religion, ses origines ethniques, il définit ce qui est socialement acceptable d'abattre dans la sphère du jeu. Le jeu définit ce qui relève du ludique, comme tuer un ennemi, de ce qui n'est pas ludique, comme tuer un concitoyen. Cette acceptation sociale est définie par sa zone géographique, mais aussi par son époque. C'est pourquoi il est tout à fait compréhensible que l'Iran ait censuré Battlefield 3. Celui-ci met en scène une attaque sur la ville de Téhéran. Il est facile de comprendre l'absurdité de la scène. Imaginez des enfants iraniens incarnant des États-Unis participant à l'assaut d'une ville iranienne. Ainsi, nos jeux vidéo, comme tout média, véhiculent l'image de notre ennemi, notre antagoniste, et alimentent sa représentation. De fait, nous ne pouvons pas décemment conclure que le jeu vidéo propose quelque chose de plus intéressant ou novateur que la télévision ou le cinéma. Pourtant, et fort heureusement, il existe des jeux dont les mécaniques de gameplay créent des passerelles pour comprendre l'autre. Je dois bien avouer que sans ces jeux, je trouverais notre média favori bien terne. Et je soutiens qu'en ces temps difficiles pour tout le monde, il est nécessaire de mettre en avant les jeux qui favorisent le dialogue, la compréhension, tout en faisant disparaître la peur de l'autre. Prenez Her Story par exemple. Dans ce jeu, vous vous retrouvez à visionner des extraits d'entretien entre la police et la principale suspecte d'un meurtre conjugal. En parcourant les extraits vidéo, le joueur finit par s'attacher à cette femme qui raconte simplement sa vie. Il s'avère à la fin du jeu qu'elle est véritablement la coupable du meurtre, mais en attendant, les mécaniques du jeu nous ont permis de comprendre que ce n'est plus si simple d'accuser quelqu'un. Oui, dans Her Story, cette femme est coupable, et oui, elle doit être punie pour son crime. Cependant, le joueur ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie. Dans ce cas très précis, le jeu nous fait comprendre que l'on peut aussi se sentir triste pour la méchante. Si notre vision semblait manichéenne ou tout simplement tranchée, on ressort de cette expérience vidéoludique avec un regard nouveau et une compréhension plus fine du monde. Mais ce n'est pas le seul jeu éblouissant à ce titre. Les visual novels Valhalla et Read Only Memories sont deux exemples incroyables diffusant des messages féministes et militants forts sans jamais forcer le joueur à voir ce qui pourrait rentrer en conflit avec ses représentations. Ainsi, ces jeux introduisent le plus naturellement du monde des personnages hétérosexuels, homosexuels, transgenres, cisgenres, et cela fonctionne. Les personnages étant cohérents avec l'univers futuriste de ces jeux, le joueur ne passe pas son temps à s'interroger sur la pertinence des choix du game designer pour
une meilleure représentativité si critiquée par les mouvements haineux comme celui du Gamergate. Et tout de suite, il éprouve de la sympathie et de la tendresse pour des personnes qui lui sont étrangères. Dans Read Only Memories, le joueur fait plusieurs fois la rencontre d'humains génétiquement modifiés, et dans le jeu il va lutter pour leur droit à être égaux aux humains non modifiés génétiquement. Il est évident qu'il s'agit ici d'une allégorie des luttes contre le racisme et pour l'égalité des droits. Undertale est lui aussi un cas d'école lorsqu'il s'agit de susciter la compassion et l'empathie. À ce jour, Undertale est le seul jeu de rôle où le joueur peut faire le choix de ne tuer personne. Sauf que pour cela, Undertale aurait pu simplement proposer une règle permettant d'esquiver tous les combats. Or, il nous oblige aussi à participer au combat. Ainsi, le seul moyen que le jeu met à notre disposition pour ne tuer personne est une option « Agir », signifiant au joueur qu'il doit installer un dialogue avec ses potentiels ennemis. Voilà l'une des forces de ce jeu. Il nous indique que les conflits peuvent toujours se résoudre par le dialogue et qu'il ne doit jamais y avoir d'escalade à la violence. Prenons un exemple simple dans ce jeu. Pour éviter de tuer le premier boss, le joueur doit choisir l'option « Fuir » plus de 20 fois de suite. C'est quelque chose de totalement contre-intuitif dans les jeux vidéo. Tout le monde abandonnerait au bout de 2-3 essais voyant que rien ne se passe. Le jeu teste ici votre détermination à éviter les conflits. Il montre aussi que l'usage de la violence est la méthode la plus facile, mais aussi celle qui génère le plus de regrets. Et encore, il existe tant de jeux qui nous poussent à comprendre cet autre. J'aurais pu parler de Metal Gear Solid, qui a toujours su donner une représentation complexe de la guerre et des conflits économiques impliqués. J'aurais aussi pu parler de Spec Ops The Line, qui interroge les joueurs sur ces notions de bien ou de mal. J'aurais pu évoquer l'extraordinaire Papers, Please, qui propose une vision des dérives racistes d'un État autoritaire. Il y a tellement de jeux qui proposent des messages de paix. Alors oui, bien sûr, je peux comprendre l'intérêt ludique de tuer des ennemis, mais je mettrai toujours en avant des jeux qui montrent à quel point cela peut être ludique de chercher à comprendre cet ennemi et d'en faire un allié. Finalement, la liste de jeux dont je voudrais vous parler est longue, mais je ne souhaite pas écrire ce soir un livre. Ainsi, comme le jeu vidéo est un art encore peu connu pour nos femmes et hommes politiques, je ne saurais que trop leur conseiller de jouer aux jeux que j'ai cités, aux 4 premiers du moins, qui ne présentent pas de difficultés motrices. À notre président, puisque celui-ci semble vouloir contre-attaquer rapidement, je recommande vivement de jouer à Undertale. Il me rappelle le personnage d'Asgore, ce roi qui dans le jeu succombe à l'escalade à la violence. Aux personnes qui pensent que la peine de mort ou tout jugement décomplexé est un mal nécessaire, je leur propose de jouer à Her Story, pour comprendre que ces peines sont bien plus faciles à appliquer quand nous ne sommes pas juges. Aux personnes se revendiquant proches d'un mouvement extrémiste, il faut que vous puissiez jouer à Valhalla ou Read Only Memories. Je parie que votre comportement dans le jeu et les sentiments que vous développerez pour certains personnages iront à l'encontre des propos que vous tenez habituellement. Pour tous les autres, cessez de glorifier les jeux qui font de la violence quelque chose de ludique. Il ne s'agit pas de les interdire, loin de là, mais disons que je pense que ce serait bien si on jouait aussi à d'autres jeux, des jeux qui ne font pas des autres des ennemis à abattre.